Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, Québec lance des formations rapides et rémunérées dans le secteur de la construction. En même temps, déjà des retards dans les travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Le lobby pro-armes débouté en cour fédérale sur les armes d'assaut et le président Netanyahou exclut tout cessez-le-feu à Gaza. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est une annonce qui traînait déjà dans les rumeurs un peu partout, mais qui a été officialisée aujourd'hui par le gouvernement du Québec, par le premier ministre François Legault en conférence de presse. On va lancer des formations rapides et rémunérées dans le secteur de la construction, particulièrement dans des emplois où on a un manque criant de main-d'œuvre en ce moment. Formation rapide qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait durant la pandémie pour former extrêmement rapidement du personnel dans le milieu de santé, des préposés aux bénéficiaires, entre autres. Là, on parle de 5 métiers de la construction en particulier. Là. Les besoins sont super criants là-dedans. Fer-blantier, menuisier charpentier, opérateur de pelle mécanique, opérateur d'équipements lourds et frigoriste. Donc, 5 emplois très nichés dans lesquels on espère recruter entre 4 000 et 5 000 travailleurs là, qui pourraient œuvrer dès 2024 sur les chantiers. Et là, on va pouvoir s'inscrire jusqu'au 15 décembre. Emploi, quand on dit, là, rémunéré. Quand même, là, formation de 4 à 6 mois, 750 $ par semaine. On s'entend que c'est pas le Klondike, là, mais tu sais, c'est que tu es à 750 par semaine, tu es sur une base de quoi? De 40 000 par année, 37, 38, 40 000 par année. C'est juste que c'est mieux que zéro quand tu étudies. C'est ça que j'allais dire. C'est que ça te permet de vivre. Ça permet à un adulte qui a rendu un certain âge, même qui aurait un enfant ou deux, une vie. Tu sais, il y a un moment dans la vie où tu peux plus tomber à zéro revenu. Tu es prêt à la limite à baisser tes revenus temporairement pour les remonter après dans un meilleur métier, une meilleure carrière. Mais tu peux pas dire à moi, mettons, le mois prochain, je gagne zéro. Alors, je pense que c'est à ces gens-là qu'on pense de transition de carrière ou qui ont pas, tu sais, qui ont abandonné l'école, sont sortis pas vraiment de formation. Je trouve qu'à eux, ça offre une belle opportunité. Mais Alexandre, je vais te dire, j'ai été renversé ce matin par une entrevue avec le vice-président de l'Association de la construction du Québec parce que je posais la question dans le résidentiel. C'est l'état de situation dans le résidentiel. Oui. Et il me disait que dans le résidentiel, il manque plus de 10 000 employés cette année. Or, le résidentiel, il est mort. Il est à des plus bas niveaux, entre autres à Montréal, là, des plus bas niveaux qu'on a vus depuis très longtemps. L'année 2023 est une année très, très sombre en construction résidentielle. Puis on conjugue ça avec, évidemment, la pénurie de logement. Après ça, il y a une crise du logement. À cause de la crise du logement, tout le monde dit, hey, là, faut que ça reprenne, faut qu'en 2024, la construction résidentielle soit relancée. Mais tu dis, OK, oui, relancer, je veux bien. Mais on est en pénurie, avec une année complètement flat, une année complètement à terre de construction résidentielle, on est encore en manque de main-d'œuvre. Fait que, allô, la reprise, là, on a vraiment besoin de bras, puis vite, là. Oui, puis ces bras-là, vont pouvoir arriver, comme je le disais, dès 2024. C'est ce qu'on espère sur les chantiers. Le problème, c'est que c'est rapide, peut-être même trop rapide dans l'opinion de certains syndicats en ce moment, qui, eux, s'inquiètent qu'on aille bâcler, ni plus ni moins, là, la formation de ces nouveaux jeunes-là, ou moins jeunes, qui pourraient arriver dans les milieux de la construction. Là, on dit qu'un travail accéléré comme ça, ce serait une option qui pourrait botcher, si on veut, un peu la formation, amener des gens mal préparés sur les chantiers de la construction. Les syndicats, eux, plaidaient pour ce qu'ils appellent l'alternance travail-études. C'était une proposition qu'eux avaient fait au gouvernement et ils n'ont pas été écoutés. Ils se plaignent donc aujourd'hui là, qu'on leur a fait la sourde oreille de ce côté-là. Eux parlent aussi de gens qui risquent d'abandonner des formations dans lesquelles ils sont déjà engagés pour aller se joindre à la formation accélérée qui est rémunérée. C'est sûr. Ça, écoute, c'est toujours le défaut quand le gouvernement sort le chéquier comme ça. Qu'est-ce que tu déplaces des gens? On l'avait fait pour les formations de préposés aux bénéficiaires.
l'idéal, ce serait de pas avoir besoin de faire ça. Mais il y a quand même une mesure qui est en place. Là. On parle des élèves là, à compter du mois de novembre qui font des programmes comparables, eux, dans des diplômes d'études professionnelles, dans des DEP. Ben, on va leur donner une bourse là, entre 9 000 et 15 000 dès qu'ils seront diplômés aussi. Donc, pour les encourager à rester. Ouais, c'est ça. Justement. C'est ça. Donc, on sort des bonbons comme ça, là, un peu pour tout le monde dans le milieu de la construction. C'est chiffré à 300 millions de dollars. Ça s'est inspiré, comme je le disais, de ce qui se passait durant la COVID. Il va falloir voir, hein, parce que pour le meilleur, pour le pire, on risque d'aller de l'avant. Les inquiétudes des syndicats sont quand même légitimes. Mario, non plus, on veut pas avoir des amateurs ou des gens qui sont mal formés sur les chantiers de construction un peu partout au Québec. En même temps, on dirait que c'est toujours les mêmes coupables qui reviennent. La pénurie de main-d'œuvre constamment, qui revient dans le milieu de la construction, les coûts des matériaux qui ont explosé. Pourtant, c'est pas unique au Québec non plus. Là. On sait que c'est dans tout le Canada, la construction résidentielle est à son plus bas, au moment même où on veut augmenter les seuils d'immigration de manière assez significative. Merci. Et donc, ça devient même un enjeu peut-être électoral, Mario, aux prochaines élections. Pierre Poilievre va beaucoup parler, entre autres, là, de nouvelles mesures de ce côté-là. Logement, ouais. Mais... J'ai hâte de voir. Est-ce que les jeunes vont s'inscrire? Moi, je me souviens qu'il y avait bien du scepticisme sur le programme de formation des préposés aux bénéficiaires. Et finalement, il y a plein de monde qui sont inscrits. Je pense même qu'il y avait plus de demandes qu'il y avait de place dans les groupes. Parce qu'on se demandait, est-ce que les gens vont vraiment aller étudier, devenir préposés aux bénéficiaires? C'est pas facile pendant la pandémie. Et puis, non, il y a eu des gens, donc on va voir. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va aller chercher justement là, que ça serve de tremplin. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont quitté les études, à 16-17 ans, ils étaient écœurés, secondaire 4, secondaire 5, ils étaient bien tannés, oui. Bon, ils ont refait ça. Mais tu sais, ils se retrouvent à un certain âge, pas de diplôme, ils travaillent, sont vaillants, ils travaillent, mais tu sais, ils n'ont pas un emploi super en termes de paye. Alors là, ça peut devenir une belle occasion d'aller chercher une formation. Bon, les emplois dans la construction, c'est quand même assez payant. Ben oui, Ferblantier, Mario, là, un des 5 emplois dans lequel on veut recruter le plus de gens possible. Nos collègues du journal avaient sorti un dossier cet été là, dans lequel ils cherchaient quel genre d'emploi pour un jeune. Là, vous inscrivez, on vous est dans sortez les de 6 l'école. chiffres, là, j'ai l'impression. On est dans les 6 chiffres, Mario. Là. On dépasse le 100 000 dans les premières années de travail du côté des Ferblantiers, par exemple. Donc, il y a des attraits quand même à se rendre dans ce métier-là, surtout sachant que vous allez avoir des études raccourcies qui vont vous payer et que vous allez être bien payé à la clé de tout ça. Parlant de travaux, Mario, on était déjà au 1 an du bilan du méga chantier du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine aujourd'hui. C'est drôle parce que j'ai vu l'annonce du 1 an, ça m'a rappelé toutes les farces qu'on a fait l'année passée avec l'Halloween, puis la peur, puis les... Oui, puis le tunnel. Tous les problèmes qui allaient arriver avec le tunnel, qui ont finalement été pas si pire, terribles, mais pas si épouvantable. On avait craint qu'il y ait des fils jusqu'à Drummondville. Là. Ça n'a pas été ça. Là. Ça n'a pas été ça, mais quand même, il faut dire que l'achalandage tout court là, dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine a baissé de beaucoup alors que les automobilistes craignent de passer par là. Mais c'est surtout qu'on annonce déjà aujourd'hui des retards sur l'échéancier là, du pont-tunnel pour lequel on parlait déjà de 2026, fin 2025 déjà pour les travaux. On comprend que ça va s'étirer encore plus loin. C'est entre autres en raison là, de la découverte des moisissures cet été là, qui a été faite dans le pont-tunnel. Mais là, les mots employés pour parler du retard, c'est... Ben, on parle de... Quelques semaines. Quelques semaines de retard. C'est pas 52, ça, quelques. Non, mais Mario... C'est pas 26 non plus, là. Non plus, mais faut comprendre que quand on parle du chantier du pont-tunnel, comme pour beaucoup d'autres chantiers, ben déjà, on avait annoncé une augmentation des coûts déjà significative en commençant le projet. On va augmenter de 970 millions de dollars, hein, petite augmentation de près d'1 milliard. Et là, maintenant, c'est une augmentation des délais, ce qui va s'échelonner. On dit que c'est l'effet domino, Mario. On prend 2 semaines de retard à cause des moisissures, puis là, on prend du retard sur ci, on prend du retard sur ça. Si quelques semaines, c'était 2 ou 3 semaines, moi, je pousserais un soupir de soulagement. Je dirais, c'est juste ça de retard. Mais des fois, j'ai comme peur que quelques semaines, ça finisse par être... 26 semaines, ça c'est 6 mois, là, hein, c'est la moitié d'une année. Là. 52 semaines, c'est un an. Oui. Est-ce que quelques semaines, c'est 52? Là? Je me suis quand même posé la question. Il y a un manque de précision dans tous les cas, mais quand on parle de l'apocalypse qui s'est pas produit, Mario, il faut quand même savoir que la pointe difficile dans le trafic du pont-tunnel, ça reste quand même encore et toujours le soir en ce moment. Pour passer de la Rive-Sud jusqu'à Montréal, c'est pas si pire. On a encore plusieurs voies d'ouvertes. C'est à peu près 15 minutes de plus qu'on dit. Pour sortir de l'île, c'est 50 minutes de plus. Là. Tous les soirs, bon an, mal an. Moi, je vais t'avouer qu'on est tous sous le choc. Tu sais, quand c'est arrivé, je prends pas le tunnel si souvent que ça dans ma vie, mais c'est arrivé une couple de fois que Google me disait le chemin le plus court, même un dimanche, donc une fin de semaine, là, le chemin le plus court, c'est le tunnel. Puis
on dirait que je peux pas le prendre. Puis d'habitude, j'ai obéi à Google dans le sens que je le sais qu'il calcule le chemin le plus court. Puis si tu t'ostines avec Google, tu finis par comprendre. Tu comprends, tu finis par perdre. Ouais, c'est ça. Mais là, quand il me propose le tunnel, là, ça fait comme oh. Puis là, je regarde les alternatives. Mettons que c'est 1 minute de plus ou 2 minutes de plus. Tu prends votre chance, hein? Non, pas de tunnel, c'est possible. Pas. Fait que je me dis, je dois pas être le seul. Ça a dû aider à décongestionner. On a tellement peur. Le tunnel est devenu tellement une bête méchante, là, que si on est capable de l'éviter, on l'évite, que ça a probablement contribué à rendre la situation plus tolérable, quoique, effectivement, là, les habitués du tunnel en ont ras le pompon. Là. L'ex-champion olympique en ski acrobatique Jean-Luc Brossard fait une publication sur les réseaux sociaux qui n'est pas passée inaperçue durant la fin de semaine. Mario, faut dire que la première fois que j'ai vu les images, moi aussi, j'ai fait un peu le saut. Têtes de saumon qui ont l'air en décomposition dans sa boîte aux lettres. C'est ce qu'on a laissé un peu partout chez lui sur son terrain. Ailleurs dans sa cour, hein, ailleurs, son trampoline. Ailleurs dans sa cour. Mais il faut comprendre déjà et remonter dans l'histoire que Jean-Luc Brossard, depuis déjà un bon moment, dénonce une pratique qui se déroule sur son terrain, puis juste en arrière de son terrain. La pêche illégale de saumon dans le coin de Salaberry de Valleyfield. Parce que lui, c'est un gars de là, un gars du bord du Saint-Laurent, mais l'autre bord de Montréal, en s'en allant vers l'ouest à Valleyfield. Exactement. Il semble-t-il que dans ce coin-là, il y a des gens qui viennent là, à répétition, de nuit comme de jour, là, la nuit avec des grosses lampes frontales, qui viennent faire de la pêche illégale de saumon. Donc des braconniers qui débarquent sur place puis qui pêchent pas de manière normale, là, Mario, là, qui vont y aller pas à la mouche ou encore même à l'hameçon, mais au grappin, littéralement, là, pour attraper des saumons là, en leur plantant dedans, puis en les sortant de l'eau, pour ensuite, les réutiliser, les revendre, qui sait, vont pêcher du saumon illégalement dans ce coin-là. Le problème, c'est que Jean-Luc Brossard a souvent dénoncé la situation. Mais c'est pas le même saumon que le saumon de l'Atlantique qui remonte dans les belles rivières de la Gaspésie, là. Non, on n'est pas dans le même genre de saumon du tout. C'est quoi? C'est des saumons qui échappaient de pisciculture. De pisciculture, semble-t-il, qui se ramassent dans les grands lacs. Qui sont souvent en fin de vie, même, qui vont avoir une chair qui n'est pas nécessairement la plus appétissante possible. Mais bref, on dénonce ça du côté de Jean-Luc Brossard depuis un bon moment. Et on comprend que c'est une espèce de vengeance là, qu'on vient de faire chez lui. Là. Des têtes coupées de saumon à 4 endroits différents. C'est dans la boîte aux lettres, le long de sa maison, à l'entrée de sa cour, puis même sur le trampoline de ses enfants, en arrière dans la cour. Donc, publication là, qui a fait beaucoup de clics et qui a même généré, là, semble-t-il, une enquête là, de la section chasse et pêche du ministère de l'Environnement qui va enquêter sur l'événement, enquêter sur le braconnage. Je t'avoue que je pensais pas qu'il se braconnait du saumon dans le fleuve Saint-Laurent, Mario. Non, j'ai tout appris. J'ai tout appris. Je comprends la réaction de Jean-Luc Brassard, là, qui a l'air vraiment dégoûté par ça puis qui est parti en guerre contre ces gens-là. Mais je sais pas quel moyen. Est-ce que c'est un coin difficile à surveiller? Si tu pêches avec une lumière, là, sur un plan d'eau la nuit, si t'allumes une grosse flashlight, t'es pas discret, là. Non. T'es trouvable, là. C'est même le but habituellement. Hein? Ouais. Non, t'es pas adéquat. En tout cas, En espérant qu'à ce moment-là, les enquêteurs de la faune se mettent sur le cas. Du moins, c'est ce qu'on souhaite du côté de M. Brossard. Mais les images de tête de saumon dans une boîte aux lettres, c'est sûr, ça fait le saut le matin. Ça ne doit pas sentir bon non plus. Non, il confirmait d'ailleurs à nos collègues du journal que ça sentait pas très bon, effectivement, lorsqu'il a ouvert la boîte aux lettres en question. L'interdiction des armes d'assaut au Canada, qui est imposée par décret depuis le 1er mai 2020, a été maintenue aujourd'hui par la Cour fédérale. C'était la Coalition canadienne pour le droit des armes à feu qui tentait de la faire invalider et qui ont promis aujourd'hui devant le refus là, de faire appel de la décision. Décision, on se souviendra, là, qui interdit plus de 1500 modèles d'armes à assaut différents. Il y a des amendements également qui ont été ajoutés au projet de loi C-21 qui veulent enchasser l'interdiction comme ça, là, qui a été donc mise par décret, l'enchasser de manière permanente dans la législation, ajoute plus d'armes aussi. C'était toute cette saga-là, Mario, là, qui avait créé là, l'espèce d'imbroglio, si on veut, de communication avec Carey Price à l'époque, on s'en souviendra. Ouais. Mais Carey Price, c'était la présentation d'une liste. Là c'est le projet de loi lui-même qui avait contestation. Je pense que la contestation était peut-être pas sur des bases. En tout cas, il faudra voir. Ça va peut-être se ramasser plus loin en appel ou ailleurs. Mais la contestation, je sais pas, était peut-être pas sur le gouvernement. Tu sais, la base, c'est que le gouvernement n'est pas aux États-Unis là, avec l'espèce de droit fondamental armes à feu. De porter des armes à feu pour soi-disant se défendre ou défendre sur son pays. Là, on est dans ici, le régime de droit au Canada, c'est plus que le gouvernement a le droit d'encadrer les armes à feu
feu. Là. Ouais, puis dans les circonstances aussi des derniers événements aux États-Unis, Mario, fusillade qui se multiplie. Aux États-Unis, ça changera pas les règles là-bas. Là. Non, c'est sûr. Mais donc, on a promis quand même de faire appel du côté là, de la Coalition canadienne pour le droit des armes à feu. Poly se souvient, bien évidemment, là, qui dénonce toujours là, ce genre de recours-là, mais eux ont été bien satisfaits de la décision aujourd'hui. Suivi de tout ce qui s'est passé comme saga il y a 3 semaines à Kakuna. On se souviendra un homme qui a généré une vaste opération policière dans laquelle il a dû être cueilli chez lui à coups de grenade assourdissante. Mais finalement, cet homme, Steve Chassé, 40 ans, s'est vu accusé finalement là, de meurtre prémédité, donc d'accusation de meurtre au premier degré contre son voisin, la disparition de Pierre Bellil, 74 ans, de qui on a cherché les restants, on va le dire comme ça, pendant quand même là, plusieurs bonnes semaines, Mario. Ouais, parce qu'on avait les images qu'on a su après, c'est que d'abord, ça a commencé par une histoire d'homme qui se barricade dans sa maison. À ce moment-là, personne parlait de meurtre. Là. L'homme se barricade dans sa maison. Peut-être que les policiers avaient déjà des soupçons, mais en se présentant chez lui, les policiers se rendent compte que l'homme est armé. Et donc, on évacue tout le secteur, a tenu tout le monde en haleine comme ça pendant une journée, plus qu'une journée. Puis il aurait même aménagé l'étage dans lequel il se trouvait. Oui, il avait défoncé les murs pour agrandir son espace, son terrain de travail. Mais donc, tout de suite après son arrestation, là, on s'est mis à... L'enquête s'est mise à prendre une autre tournure. Il s'est mis à avoir des rumeurs dans le village que le type de la nuit avait transporté des sacs de vidange. Et là, les policiers sont rentrés au dépotoir municipal. Oui. Plusieurs jours à chercher. Et à un moment donné, on a compris, là, ce que tout le monde se doutait, qu'ils cherchaient vraiment des restes humains là, dans des sacs de poubelle. Oui, parce que jusqu'ici, là, l'homme, lui, était pas accusé encore, là, donc de meurtre au premier degré. Non, il était juste accusé pour ce qu'il avait fait, là, possession d'armes. Incitation à la haine, décharge d'une arme à feu avec insouciance, port d'armes dans un dessein dangereux. C'était les accusations qu'il y avait contre lui. Ben, pour accuser de meurtre, je suppose qu'on voulait avoir, justement, là, les restes humains, donc un corps, ou au moins c'est épouvantable ce que je dis, mais des morceaux d'un corps. C'est ce qu'on a trouvé, c'est Mario. ça. C'est ce qu'on confirme. Et c'est à partir maintenant de là qu'on peut faire porter les accusations de meurtre. Oui, parce que ça a pris des semaines pour être finalement capable d'identifier la victime. On dit que c'est état de décomposition avancé du corps à ce moment-là. Là, donc, c'est des analyses poussées là, en médecine judiciaire médico-légale qui ont été nécessaires pour être capable d'identifier tout ça, parce que ça faisait déjà, là, au moment de l'intervention, ça faisait déjà 2 semaines que M. Bellil, lui, 74 ans, était disparu. Ouais, c'est ça. Donc, on peut comprendre que l'état de décomposition était avancé. On l'a finalement retrouvé donc dans le site d'enfouissement de la municipalité. Puis maintenant, pour du sujet de M. Chassé, qui demeure détenu là, jusqu'à son procès, qui reviendra en janvier, mais on dit que depuis déjà plusieurs semaines, lui tenait des propos inquiétants, propos conspirationnistes aussi sur les réseaux sociaux, mélangeant un peu des classiques, là, pédophilie, transsexualité, dépression, agence gouvernementale, drogue, en parlant là, de la pègre du Québec qui tentait de ruiner sa famille et donc aurait fini par s'en prendre comme ça à son voisin. Plus de détails là, devraient émerger au procès. Mais c'est ce qui était bizarre, c'est qu'il s'en prenait à... Tu sais, l'espèce de discours complotiste où il s'en prend à toutes les institutions, mais dans la liste, et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille, c'est que dans la liste des gens à qui il en voulait, il insérait le nom de son voisin. Oui, qui se retrouvait aux côtés de plein de personnalités c'est ça, connues c'est que au la Québec. différence, c'est que les autres personnalités connues, bon, ça reste des menaces, mais tu dis, OK, mettons, il le croise pas, là, un ministre, ou peu importe, il le croise pas tous les jours. Alors que son voisin, ça porte d'à côté, là. Ouais. Fait que maintenant, on s'est rendu compte que le voisin était disparu. Et je pense qu'il y a des gens qui ont comme connecté un peu là, les histoires pour se rendre compte qu'il y avait peut-être... dans un certain point, il s'est même lui vanté d'avoir passé à l'acte, ni plus ni moins, là, à mot couvert. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être pas juste des menaces, qu'il avait peut-être vraiment fait quelque chose. Économie. C'est le moment de l'année où on commence à faire des bilans du côté de l'industrie automobile. Puis alors qu'on n'a jamais vendu autant d'auto électriques dans le monde, mais étonnamment, les constructeurs de voitures électriques commencent à modérer les attentes pour ce qui tient du grand marché de l'automobile électrique sur la planète. Là, on investit des milliards depuis des années. On freine un peu les attentes. C'est que ce qu'on explique du côté de l'industrie, c'est que les premiers qui ont été très attirés par la voiture électrique, c'est les mieux nantis. C'est les gens qui ont les moyens de payer des autos qui sont, règle générale pour l'instant, de technologie un peu plus chère que les autres voitures à essence plus classiques. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a tellement inondé ce marché-là, qu'il y a tellement de gens nantis qui en ont acheté,
Finalement, le marché qui reste à conquérir pour continuer là, d'étendre l'empire de l'auto électrique, ben, c'est les gens qui sont moins fortunés qui, semble-t-il, ne veulent pas là, s'acheter des autos électriques, ou du moins, ça semble pas lever dans cette catégorie. Mais les trois gros reproches, c'est manque de bornes, manque d'autonomie, puis le prix. Tu viens de le dire. Le prix, c'est au cas. Mais aussi l'autonomie insuffisante et le manque de bornes. Dans le cas du manque de bornes, moi, j'ai un hybride chargeable, branchable, depuis quelques semaines. Et présentement, il est branché ici dans le coin de Cube Radio, dans le secteur, dans le quartier. C'est ma première fois. J'avais jamais vu une place libre. Jamais. Parce que c'est toujours pris, d'habitude. Tout le temps. Oui. J'avais jamais vu une place libre autour, là. Oui, mais et pourtant, Mario, le Québec, on fait figure à part, là, règle générale. On est dans un endroit où... mais on a plus d'auto électriques. On a plus de bornes, mais on a plus d'auto électriques aussi. Exactement. Là, on parle d'un endroit où on a des infrastructures de recharge qui sont adéquates, là, comparativement à d'autres endroits dans le monde. Notre prix de l'électricité est d'un plus bas au monde, puis en Amérique du Nord tout particulièrement. Donc, c'est quand même une bonne circonstance parce ici que au si Québec. t'es dans un État américain où l'électricité est un peu chère, puis là-bas, l'essence est nettement moins chère, moins taxée, l'écart pas si grand que nous, là. L'écart financier entre l'électrique puis le pétrole, il y en a un. C'est sûr que c'est avantageux l'électrique, mais pas aussi spectaculaire que chez nous. Là. Pas aussi grand comme écart. Nous, ici, le pétrole est très taxé. Oui. Puis l'électricité est vraiment pas chère. En plus de tout ça, ajoute le fait qu'on ait des subventions généreuses pour l'achat de véhicules électriques au Québec et au Canada, là, sur les paliers. Ça fait en sorte quand même qu'on a... C'est beaucoup plus compétitif d'avoir une auto électrique ici. Malheureusement, le Québec n'est pas le modèle du reste du monde. On est plutôt une exception qu'une règle. Ce qui fait en sorte que, et du côté de Tesla, de Ford, GM, Honda, on a décidé quand même de revoir à la baisse une douche froide, là, certains investissements là, en termes de voitures électriques. Puis peut-être une petite donnée, Mario, aussi, qui m'a fait sursauter. 60% de tous les véhicules électriques vendus dans le monde dans l'année dernière, en 2022, c'est la Chine qui les a achetés. 60% de toutes les autos électriques du monde. Compagnie, là. Oui. Ils ont leur propre compagnie, NIO, Expev, ils ont leur propre compagnie d'auto électrique. Oui, et c'est ce qui fait que c'est un énorme marché là, de la voiture électrique. Le Monde. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exclu aujourd'hui tout cessez-le-feu sur la bande de Gaza, alors que les appels de cessez-le-feu et de trêve humanitaire continuent de se multiplier là, à différents paliers un peu partout dans le monde. Là. Selon lui, l'armée israélienne continue de progresser méthodiquement au travers de la bande de Gaza, parce que depuis vendredi soir, il y a des opérations qui se sont véritablement intensifiées là, pour tenter d'anéantir le Hamas du côté des forces israéliennes. Le bombardement qui se sont beaucoup intensifiés, mais aussi le siège là, sur Gaza, alors qu'on avait déjà coupé électricité, eau, nourriture. Mais c'était l'Internet qui avait été coupé vers la fin de la semaine dernière, ce qui donnait beaucoup d'inquiétude au terme des agences humanitaires un peu partout qui craignaient que l'armée israélienne en profite pour intensifier, oui, ces bombardements, mais aussi les victimes civiles, pendant que personne peut filmer tout ça pour l'envoyer sur Internet, par exemple. Mais là, c'est vraiment c'est l'attaque au sol. Là. C'est l'offensive au sol d'Israël qui est commencée. Je voyais l'armée israélienne sur X, sur Twitter, qui faisait ses premiers bilans. Eux, leur prétention, je le répète en le disant que c'est leur prétention, ce sera à vérifier, mais c'est que ça ferait moins de dommages collatéraux que de bombarder du ciel. Là. C'est-à-dire que là, ils disent avoir vraiment frappé, avoir... attaqué des dépôts de munitions, oui, entre puis un lieu où on lançait des roquettes ou des missiles, avoir vraiment capturé ou abattu des combattants, des soldats du Hamas, des combattants du Hamas. Donc, eux considèrent qu'ils sont dans une action beaucoup plus ciblée. Mais on va voir combien de temps ça va durer. Mais plusieurs disent, en faisant ça, ils viennent de mettre une sérieuse hypothèque sur la tête des otages. Là, parce que le Hamas, depuis le début, disait, si vous faites ça, si vous débarquez chez nous, on va... D'ailleurs, on a vu une des otages, je ne sais plus de son nom, la jeune Allemande. Oui, une germano-israélienne exactement. Qui avait été vue dans des images devenues virales, là, emportée là, par des combattants du Hamas sur un véhicule. Retrouvée morte, 23 ans. Exactement, qui a été retrouvée morte. Donc, autre douche froide au travers de tout ça, tandis que la position là, de certains États aussi là, alliés d'Israël commence à changer un peu. On a entendu le discours de Mélanie Joly, entre autres, ministre des Affaires étrangères ici du Canada, qui tenait à rappeler qu'Israël a le droit de se défendre, mais de le faire dans les règles humanitaires et les règles de la guerre.
En terminant rapidement, Mario, dans un de ses nombreux procès, l'ex-président américain Donald Trump était visé par une interdiction de menacer ou de proférer des insultes envers tout le personnel du tribunal et les témoins dans ses procès. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'on lui a donné cet ordre-là, mais dans un tribunal du Colorado, pour son procès pour l'insurrection de 2020, on avait levé depuis ce temps-là cette interdiction qui a été remise aujourd'hui après que M. Trump a décidé de remettre encore une fois une couche d'insultes au fil, en parlant du juge, en parlant également de témoins à venir dans cette histoire-là. Donc, c'est réinstauré, alors que dans un tribunal du Colorado, il y a même un recours d'un groupe de citoyens anticorruption qui ont mis une nouvelle mesure de l'avant. Eux veulent retirer complètement dans l'État le nom de Donald Trump du futur bulletin de vote en disant que quelqu'un qui a commis une insurrection puis mené à tout ça contre le pays ne peut pas se retrouver sur un bulletin de vote. Tu sais qu'en fin de semaine, j'étais à Chicago, petite vacances avec madame. Oui. Et quand on sortait de notre hôtel, juste au bout de la rue, à l'autre bout de la rue, qu'est-ce qu'on voyait en gros? Trump. La plus grande, la plus belle de toutes les tours du monde, j'imagine, Mario. En voilà un qui a compris. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.